La connaissance, c'est ce qui a le plus de valeur dans le numérique. Pourquoi? Parce que ça va permettre de faire du marketing ciblé. Le marketing ciblé, c'est connaître votre âge et proposer un produit adapté, connaître les jeux auxquels vous jouez et vous proposer un jeu qui est complètement en lien. Savoir que en ce moment, vous êtes en train de chercher un meuble de rangement et vous proposez des publicités concernant les meubles de rangement. Le marketing ciblé, c'est le carburant du numérique. Ça a plus de valeur que l'or, le pétrole ou le diamant. Vraiment, c'est ce qui a le plus de valeur aujourd'hui sur Internet. Quel est l'impact par rapport à ce que je vous ai dit? On pourrait penser que c'est uniquement de la surconsommation, mais on peut aussi avoir des impacts bien plus élevés. Je vous propose pour ça de regarder un cas qu'on connaît un petit peu tous, c'est celui de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, c'est une société britannique qui est spécialisée dans l'analyse de données. Elle se donne pour mission de changer le comportement grâce à la donnée. Déjà, quand on entend la mission, c'est pas forcément rassurant à 100%. Et quand on s'intéresse un petit peu plus à l'histoire, c'est encore pire. En 2016, Donald Trump fait campagne pour les présidentielles aux US. Et on va avoir Cambridge Analytica et Facebook qui vont réussir à influencer les votes de 87 millions d'électeurs en la faveur de Donald Trump. Comment? Grâce à Facebook. Facebook va envoyer un quiz à tous ses utilisateurs. Ça sera des questions plutôt banales auxquelles on va répondre et on ne va pas faire forcément attention à l'usage qui peut en être fait derrière. Dans les questions banales, on peut retrouver quelle marque de vêtements portez-vous. Facebook va ensuite vendre ces informations à Cambridge Analytica. Donc, les données qui sont vendues, c'est les réponses ainsi que les informations de contact. Cambridge Analytica va analyser toutes ces réponses et va réussir à déduire un type de citoyen qui est susceptible de voter pour Trump. C'est les personnes qui portent des jeans Levi's. Voilà, petite info. Grâce à ça, ils vont pouvoir faire un marketing ciblé sur les utilisateurs. Donc, imaginez si vous, déjà, aujourd'hui, vous venez à craquer et à acheter un meuble ou un vêtement avec du marketing ciblé, qu'est-ce que ça peut faire au niveau politique? Et on l'a vu, du coup. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien rester vigilant et comprendre qu'on est tous responsables de nos données et faire attention à la manière dont on les donne. Et c'est aussi pour ça qu'on va se retrouver avec des services qui semblent gratuits, mais qui en réalité vont prendre nos données pour pouvoir s'en servir d'une autre manière. Et ces données, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce qui a le plus de valeur. Et si tout le monde doit être responsable, les entreprises doivent aussi être responsables. Il y a beaucoup de données qui transitent par une entreprise. L'entreprise va transporter, stocker, traiter et collecter les données. C'est autant d'étapes que de risques. Une entreprise se doit donc d'assurer un traitement légitime et une sécurité optimale pour les données. Donc, si on essaie de prendre un petit exemple fictif pour montrer ce que ça pourrait un petit peu faire de ne pas bien protéger ces données, on est dans le confinement, les bars ne sont pas ouverts, donc je vous propose de partir sur une entreprise qui s'appellerait Beer Industries, qui vend des bières. Ils vont commercialiser une nouvelle bière. Ils vont l'accompagner avec un lancement, pardon, lors du lancement, ils vont l'accompagner avec une enquête de satisfaction. Dedans, il y aura 4 questions, assez anodines, encore une fois. Que pensez-vous de la saveur de la bière, votre nom, votre âge et enfin votre adresse email? Vous répondez parce que vous pensez aider à la stratégie produit et aussi parce qu'en même temps, vous avez pu tester une bière un peu sympa. Un mois plus tard, vous recevez une newsletter. Découvrez notre nouvelle bière encore plus savoureuse et délicate. Déjà, c'est un petit peu bizarre parce que la seule chose que vous avez fait, c'est participer à un questionnaire. Et ce questionnaire, il vous a à aucun moment demandé votre consentement pour pouvoir recevoir des newsletters. Ce qui est illégal vis-à-vis du RGPD parce que maintenant, on doit demander le consentement des personnes pour être inscrit sur une liste de diffusion. Bon, vous êtes sympa, donc vous vous contentez juste de vous désinscrire de cette newsletter. Vous appuyez sur le petit lien qui est en bas de l'email, c'est fait, vous êtes désinscrit. Vous pensez en être débarrassé. Sauf qu'un mois plus tard, vous recevez encore une newsletter. Vous ne comprenez pas parce que vous étiez désinscrit, mais vous regardez quand même un petit peu l'objet, ça peut être intéressant. On est encore en plein confinement. Et là, il y a écrit un bon d'achat pour un pack de notre nouvelle bière savoureuse et délicate. Vous craquez, vous cliquez,
et vous allez tout de suite ouvrir la pièce jointe qui contient le bon d'achat. Sauf que quand vous cliquez pour ouvrir ce bon d'achat, il n'y a rien qui s'ouvre et votre ordi il est complètement paralysé. Vous avez un écran noir qui s'affiche et un texte qui demande une rançon. Vos données sont prises en otage. Pour les débloquer, il va falloir payer 15 bitcoins sur un compte intraçable. Alors comme ça, on se dit que 15 bitcoins, c'est pas forcément grand-chose. Dans la réalité, 15 bitcoins, c'est 50 000 euros. Et encore, ça dépend du cours, ça peut même être plus. Qu'est-ce qu'on retient de cet exemple? Tout au début, déjà, il y a un petit souci au niveau de la RGPD. C'est pas vraiment légal. On a reçu une newsletter. C'est un type de spam. Ensuite, la mauvaise protection du système d'information de Beer Industries a permis de pouvoir usurper et surtout de récupérer la base de données de l'ensemble des clients. Les conséquences sont d'une part sur le consommateur qui va perdre ses données à cause du ransomware, ce qui n'est pas forcément très grave. Et dans une deuxième part, on va avoir des conséquences sur l'entreprise, qui a une image qui est complètement ruinée et ça va lui coûter extrêmement cher. Voire même peut-être que cette entreprise va devoir mettre la clé sous la porte. Parce que ça fait quand même un gros scandale. C'est pour vous montrer un petit peu l'importance de protéger ces données, même si on est une entreprise qui va faire du B2C. Ensuite, je vous propose pour ça un petit peu de regarder une cartographie SI, parce qu'on parle de protéger ces données, mais ça veut dire quoi? Donc si on regarde un petit peu tout ce qu'il y en a dans tous les sens. La donnée, elle est strictement partout. Donc on ne va pas vraiment aller dans un détail, mais vous pouvez voir assez facilement le réseau, le cloud, l'email, les data centers, des gestions de droits, des projets, des fichiers partagés. Des données, il y en a vraiment partout. Et c'est là qui est la partie importante, c'est que le DSI doit réussir à protéger l'intégralité de ces données. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple, car il faut réussir à tout protéger. Je vous propose, dans notre cas aujourd'hui, de faire un petit focus sur l'email, car c'est la spécialité de Mailing Bank. Donc si on parle de l'email, c'est un nid à données et c'est l'étape presque la plus sensible. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que l'email, c'est le premier vecteur d'échange de données. Il y a plus de 293 milliards d'emails qui sont envoyés par jour dans le monde. Et surtout, les données qui transitent dans ces emails, il y en a vraiment de toutes sortes. Des choses très importantes comme des choses peu importantes. Comme c'est bien précisé sur le slide, dans ces 293 milliards, on ne compte pas le spam dedans. Et la deuxième raison, ça va être qu'on fait rentrer dans le réseau une information de l'extérieur. On n'a aucun moyen d'agir sur cette information. On ne peut pas s'en prémunir. Autant tout ce qui est à l'intérieur du réseau, on peut toujours faire pas mal de vérifications, mais avec l'email, ce n'est pas le cas. S'il y a une pièce jointe qui contient un virus, dès qu'on va ouvrir cette pièce jointe, le virus, il est dans le système. Et c'est là le gros souci. Il faut réussir à s'arranger pour que cette pièce jointe, elle n'arrive pas en fait dans le réseau. C'est pour ça que l'email, c'est le point d'entrée des cyberattaques. Donc si on regarde un petit peu plus les choses, on peut voir que sur les 100% d'emails qu'on a, on en a la moitié qui vont correspondre à du spam, du virus. Donc c'est des choses qui sont nocives. On va avoir des ransomware, du spear phishing, des attaques de phishing, de la perte d'argent. Et tout ce qui concerne le spam, donc là, ça va être tous ces emails qui sont automatiquement rangés, par exemple, si vous êtes sur une boîte personnelle, dans Gmail, dans la partie spam. Ensuite, on va avoir 25% qui sont des newsletters. On ne les considère pas comme nocifs, mais on ne les considère pas comme productifs. Dans le langage un peu technique qu'on a, pour nous, on les appelle du gré. C'est du contenu marketing qui peut faire perdre du temps, mais qui des fois peut être efficace. Les vrais emails qui vont être productifs, c'est seulement un quart de ces emails qui sont reçus. Donc ça fait pas beaucoup comparé à tout ce qu'on reçoit. Et c'est pour ça qu'on va passer 5 heures à consulter la messagerie et 40 minutes à trier les emails. Donc c'est des chiffres qui sont assez gros, mais c'est vraiment ce que ça représente. On s'en rend pas compte parce qu'on a pris l'habitude, qu'on le fait chaque jour, mais c'est ce que ça représente. Et enfin, au niveau source de menaces, l'email, c'est 92% des cyberattaques. Donc autant vous dire que
Il n'y a pas vraiment d'autre vecteur qui est plus gros que ça. Si on regarde un petit peu avec ce chiffre, donc 92% des PME françaises ont subi une cyberattaque en 2020. Si on compare par rapport à 2018, c'était 3 fois moins. Et si on regarde le coût que ça a fait, en 2020, on est à 200 000 euros, alors qu'en 2018, on était à 6 000 euros sur le coût des pires incidents. Donc c'est 33 fois plus environ. C'est quand même quelque chose qui est de plus en plus en expansion. Alors justement, je vous propose de faire un petit peu un focus sur le phishing, cette attaque qui est la plus répandue. C'est une méthode qui va consister à récupérer des identifiants, que ce soit de connexion, de carte bleue. Donc l'idée, c'est de récupérer une donnée à votre insu qui va permettre derrière de pouvoir usurper votre identité. Si on regarde un petit peu les différentes attaques qu'on peut retrouver, en premier, on va avoir le phishing ou le spear phishing. Alors, je vous ai parlé du phishing qui vise à retrouver, enfin, à vous dérober une information pour pouvoir vous usurper. Mais quand c'est fait, le phishing, ça va être envoyé, par exemple, à 30 entreprises, le même email qui va demander « Connectez-vous sur Office pour que votre compte continue de marcher ». Donc, vous allez voir, vous connecter sur une page qui ressemble à celle de Office, rentrez vos identifiants de connexion, le login et le mot de passe pour réussir à vous connecter. Mais c'est exactement le même email et le même modèle qui est envoyé à 30 entreprises différentes, à tous les salariés de ces 30 entreprises différentes. Alors que dans le spear phishing, on va s'intéresser à une cible spécifique. Par exemple, une entreprise qui va utiliser non pas Office, mais une boîte de messagerie qui s'appelle Zimbra. Le pirate va réussir à repérer cette information-là et va faire un mail spécifique, Zimbra, pour l'envoyer à des utilisateurs qui utilisent la messagerie Zimbra. Et là, on est vers quelque chose qui est beaucoup plus précis et c'est ce qui sera envoyé uniquement aux employés de cette entreprise. À l'inverse du phishing, où c'est quelque chose de global et on n'a pas besoin d'avoir des informations. On l'envoie un peu à tout le monde et on verra si on arrive à choper des gens ou pas. L'arnaque au président, c'est un petit peu comme le spear phishing, mais encore plus précis. Il faut encore plus d'informations pour arriver à l'arnaque au président. Et par moment, c'est pas rare qu'un phishing permette d'arriver à l'arnaque au président. L'arnaque au président, c'est quoi? C'est le fait d'envoyer un email à une personne qui va avoir la capacité de pouvoir effectuer des virements ou d'avoir des informations bancaires d'une société et de les demander soit de divulguer ces informations, envoyez-moi un RIB rapidement ou des informations de connexion à l'espace bancaire, ou encore faites un virement très rapidement pour pouvoir fermer un deal. Et quand on regarde ces trois types d'attaques, c'est vraiment ce qu'on a le plus aujourd'hui. Je ne passerai pas spécialement sur le reste où on va retrouver des connexions distantes, de l'ingénierie sociale, de la malveillance interne et de l'intrusion physique, qui sont tout aussi importants, mais où on a moins de légitimité à en parler. Du coup, si on reste sur le phishing, qu'est-ce qu'une attaque de phishing réussie? C'est le fait qu'une personne va faire trois étapes. En premier, elle va ouvrir un email frauduleux, un email de phishing, où on va retrouver en général une idée d'urgence. C'est un petit peu la chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Tout ce qui concerne le phishing et le spear phishing, vous avez toujours une idée d'urgence. La personne ne va pas justement avoir le temps de réfléchir parce que vous la mettez dans une situation d'urgence. Il faut impérativement que vous cliquez sur ce lien tout de suite si vous voulez recevoir la promotion, si vous ne voulez pas que votre compte soit suspendu. Cette idée d'urgence, c'est ce qu'on va retrouver dans tous ces emails. Et ensuite, à l'intérieur, il va être demandé l'action qui est à effectuer. Soit de rentrer des informations de connexion, un numéro de carte de crédit, un numéro de sécurité sociale, un numéro de compte bancaire. Pour pouvoir donner cette information, à l'intérieur du mail, on va retrouver un lien et ce lien va nous amener vers une page frauduleuse. Soit ça sera une page de connexion, soit ça sera une page où on va trouver un formulaire et on va pouvoir donner ces informations. Une fois que ces données sont rentrées, que le formulaire est validé, le pirate a les informations et va pouvoir s'en servir pour vous usurper. En général, derrière, ils vont même aller jusqu'à rediriger vers la bonne page, de sorte que vous ne soyez pas rendu compte que vous vous êtes fait ficher.
Comme ça, pour vous, vous n'avez rien à changer parce qu'en fait, vous vous êtes pas fait avoir. Vous avez fait les choses bien, vous avez répondu à un mail comme il fallait. Je vous propose qu'on regarde un petit peu plus les étapes maintenant. On va essayer de suivre un cas pour le faire. Imaginons que vous receviez un email parce que vous êtes au Crédit Mutuel. Vous recevez cet email-là. Comme on peut le voir dans le sujet en haut, on a l'idée d'urgence. C'est le dernier appel avant qu'il se passe quelque chose. Donc forcément, on invite la personne à se dire « Vite, il faut que j'aille sur le lien pour faire mon action ». Donc, si on regarde un petit peu cet email d'un petit peu plus près, une fois qu'on a passé l'objet, on va se rendre compte de plusieurs choses. On va se rendre compte qu'il y a des fautes. On va se rendre compte qu'il y a des mauvaises tournures de phrases, qu'il y a des soulignes inutiles ou des mises en page douteuses. C'est ce qui est entouré justement à droite. Par exemple, cliquez sur le lien ci-dessus, qui se trouve en fait en dessous, ou au niveau de la mise en page, suivez ces étapes pour le faire. On a des points et ensuite on a 1 et 1. Donc, c'est des petites choses qui peuvent nous permettre de nous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Ensuite, on peut aussi regarder l'adresse email de l'expéditeur. Donc, dans l'adresse email de l'expéditeur, on a deux parties. On a la première ici, créditmutuel.fr, et ensuite on a réellement ce qui s'appelle l'adresse email. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle le nom d'affichage. Donc là, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Par exemple, si je vous envoie un mail, vous verrez Maxime Lefebvre, alors qu'à côté, mon email, ça sera quelque chose de différent. Ça sera @maininblack.com. Ici, si on reçoit quelque chose du Crédit Mutuel, normalement, on s'attendrait à ce que le @ soit créditmutuel.fr. C'est quelque chose qu'il faut bien valider parce que une adresse email ne va pas venir d'un domaine qui n'appartient pas à l'entreprise. Et donc ici, on n'est pas sur créditmutuel.fr, on est sur mmutuel.fr. C'est une technique qu'on appelle le typo squatting. Le typo squatting, c'est quoi? Ça consiste en fait à inverser des lettres ou retirer des lettres, doubler des lettres ou remplacer des lettres, soit par du cyrillique, soit par des chiffres. Par exemple, si on prend Google, on peut lui enlever un O, on peut déplacer le G pour le mettre entre les deux O, on peut rajouter un G à Google, ou on peut aussi remplacer les O par des zéros. Enfin, on peut aussi avoir des cas un petit peu plus compliqués qui concernent l'usurpation. Donc, on a le premier exemple en haut en rouge, qui est quelque chose qui n'est pas bon, comme on l'a vu à peine. Mais maintenant, si on regarde en bas, il manque un T dans la présentation, je le modifierai. Donc, normalement, c'est créditmutuel.fr. Donc là, c'est une usurpation qui est bonne. On a le bon nom de domaine. Et quand on arrive dans des cas comme ça, en général, l'email qu'on a reçu, il est très bien fait. Et donc, il faut se pencher sur une autre information pour pouvoir voir si oui ou non on a affaire à un mail de phishing. C'est le lien qui est contenu dans l'email. Alors, pour ce faire, sur à peu près tous les clients email qu'on va avoir, on peut passer la souris sur le lien. Et quand on passe la souris sur le lien, on va avoir affiché vers où nous renvoie ce lien. Donc, il faut bien le regarder. De la même manière que l'adresse email, normalement, si on va sur un site qui est légitime, on va se retrouver sur le bon domaine. Donc, ça doit être à la fin créditmutuel.fr. Or, ici, c'est mmutuel.fr. Donc, on ne renvoie pas sur le bon site web. Et ça veut dire qu'il ne faut surtout pas aller dessus parce que c'est du phishing. Alors, dans la réalité, quand on est dans un cas de phishing, on peut se rendre sur le site. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est rentrer ces informations. On a aussi un autre moyen de le savoir, c'est quand on va cliquer sur ce site, en général, ils ne sont pas sécurisés. Donc, ce n'est pas du HTTPS, c'est du HTTP. Or, aujourd'hui, avec les nouvelles réglementations, à peu près tout le temps, quand vous devez vous connecter sur un espace sécurisé, vous avez HTTPS. Donc, c'est la deuxième chose que vous pouvez voir pour pouvoir voir qu'un lien n'est pas légitime.
Ne répondez jamais aux emails douteux. Pourquoi? Parce qu'après, ça va permettre aux spammers de savoir que votre adresse est utilisée. Vous allez être répertorié dans une base de données et vous devenez une cible potentielle. C'est pour ça que plus vous répondez à des spams, ou en tout cas vous faites une action sur un spam, plus vous avez de chances de recevoir d'autres spams. C'est parce qu'en fait, on sait que derrière, il y a réellement quelqu'un, et s'il y a quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une faille et qu'on va pouvoir essayer de l'exploiter. Et au bout d'un moment, vous allez peut-être finir par vous faire avoir, vous faire ficher, et arriver au moment où on va vous usurper, et c'est vous qui allez renvoyer soit des fichiers avec des virus, soit qui allait être victime d'une attaque au président, par exemple. Maintenant, si on regarde un petit peu les remparts qu'on peut avoir, euh, chez nous, par exemple, ce qu'on utilise, ça va être le contrôle SPF. Alors, le contrôle SPF, c'est quoi? C'est en gros vérifier que l'ordinateur qui vous a envoyé un email fait bien partie d'une liste autorisée à envoyer des emails. Chaque email qui sont envoyés vont passer par différents serveurs et ces serveurs sont identifiés par des adresses IP. On va vérifier que quand l'email arrive, il a bien été envoyé avec une IP qui est enregistrée dans ce qu'on appelle des enregistrements SPF pour un domaine donné. À partir du moment où l'IP est bien présente, on va transmettre l'email au destinataire. Par contre, si elle n'est pas présente, on va la bloquer. Alors, ce que je vous présente, c'est ce que nous, on a mis en place comme système avec Mail in Black Protect. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir que l'email est bloqué en spam sur l'interface. Donc ça, c'est l'interface qu'on a chez nous. Et quand vous êtes utilisateur, si vous recevez un email et qu'il est arrêté en spam, vous vous connectez, vous allez dans la catégorie spam et vous pouvez voir les spams qu'il y a. Ensuite, on a mis au point une autre technologie qui s'appelle le time of click, que nous, on commercialise sous le nom de SecureLink, qui va venir réécrire l'intégralité des liens qui sont présents dans vos emails. Donc, si on reprend le cas de tout à l'heure, le lien qui était contenu dans l'email, c'était login.creditmutuel.fr. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va prendre le temps de le réécrire avant de vous envoyer cet email. Et au lieu d'aller directement sur ce lien-là, vous allez passer par un service de Mail in Black qui s'appelle SecureLink. Et ce service de Mail in Black va aller regarder la page pour vous, va regarder des critères de cette page et va regarder si l'URL de cette page est présent dans une base de données connue comme étant des sites malveillants. Dans le cas où la page est présente connue comme site malveillant ou qu'on détecte des choses malveillantes dessus, on va envoyer l'utilisateur vers une page de mise en garde qui va le prévenir que c'est peut-être un site de phishing ou que c'est peut-être un site qui contient un virus, en fonction de ce que notre analyse a trouvé. Si le site est légitime, on envoie la page web. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on a si on arrive sur un site malveillant. C'est assez violent. C'est ce qu'on retrouve aussi sur Chrome, sur Firefox, donc sur tous vos navigateurs préférés. L'idée, c'était de ne pas perdre l'utilisateur, mais de bien faire comprendre à l'utilisateur que la page sur laquelle il souhaite aller, ça va faire courir un risque à l'utilisateur en tant que personne, mais aussi à sa société. Et enfin, on propose une solution qu'on est en train de développer actuellement de simulation de phishing. Le but est de pouvoir sensibiliser vos utilisateurs, d'apprendre des bonnes pratiques et de tester régulièrement vos utilisateurs. En gros, comment ça se passe? On simule une campagne de phishing. Donc, par exemple, on va vous envoyer un mail comme celui-ci. Votre mot de passe Outlook va bientôt expirer. Donc, on demande à la personne d'aller cliquer sur le lien et de remplir ses informations. Donc, si la personne clique sur le lien, elle se retrouve sur une page où on peut voir qu'en haut, on n'a pas de HTTPS parce qu'on a le petit cadenas qui est barré. Et si on regarde la page, c'est pas exactement la même. Normalement, l'authentification se fait en 2 fois. Là, c'est fait qu'en une seule fois. On peut voir aussi que sur cette page,
il n'y a pas d'avertissement pour dire accepter les cookies, RGPD, etc. Donc, c'est des petits indices qui vont permettre à l'utilisateur de savoir qu'il ne doit pas cliquer. Mais s'il vient à cliquer sur cette fausse campagne de phishing, on va l'amener sur une page de sensibilisation qui va lui donner un petit peu des éléments pour ne pas se faire ficher la prochaine fois. Voilà. Pour conclure, les emails de phishing ont tendance à être alarmants. À chaque fois, on va toujours retrouver, comme je disais, cette idée d'urgence. Il faut toujours prêter attention à l'expéditeur. Il ne faut pas cliquer sur les liens sans les vérifier. Et il faut utiliser une solution de protection efficace pour réussir à ce que votre donnée reste une valeur, mais uniquement pour vous, pas pour vos concurrents, pas pour des pirates qui essaieraient de vous usurper. Voilà. Merci pour cette présentation. Merci. Je vous laisse du coup poser des questions si vous en avez dans le chat ou la partie Q&A, ou même si vous voulez vraiment intervenir de vive voix, il y a moyen de lever la main pour activer les micros de certains et poser vos questions. Moi, je veux bien ouvrir le bal des questions, sinon j'en avais une. C'était un peu sur un point un peu du paradoxe entre le fait qu'on a besoin justement de plus en plus partager nos données entre collaborateurs, tous les travaux collaboratifs, toutes les plateformes où justement tout est partagé. Mais en même temps, il ne faut pas que ça sorte parce que justement, rien que le mail qui a une façon d'entrer qui peut être dangereuse, donc comment un peu arbitrer entre partager et pas partager, accepter aussi beaucoup de feedback des clients mais pas des pirates, et voilà. Alors, la meilleure solution, ça reste de mettre en place des systèmes qui vont vérifier en fait tous les emails qui vont arriver et aussi de faire confiance à des systèmes qui, même s'ils peuvent être à l'extérieur du réseau interne de l'entreprise, donc c'est tous les systèmes qu'on voit aujourd'hui sous base de cloud et qui sont de plus en plus populaires, c'est d'utiliser ces systèmes et surtout de connaître les adresses, donc les URL, les liens sur lesquels se rendre. Parce que c'est vraiment la meilleure manière par rapport, par exemple, au phishing ou à toute tentative qui va arriver par email, qui ne sera pas un virus, de pouvoir savoir si c'est légitime ou pas. C'est de regarder cette adresse qui va vraiment vous permettre de savoir si le site est légitime. C'est le dernier rempart que vous avez. Ensuite, on est bien sûr obligé de partager le travail. Il y a beaucoup d'outils qui existent maintenant, qui sont complètement reliés avec votre messagerie. Et normalement, ils se paramètrent assez facilement. Et encore une fois, si on a un système derrière qui vérifie tous les emails qui arrivent, il n'est pas censé y avoir de soucis. Tous les emails illégitimes devraient être bloqués. Après, on a toujours, malgré tout, on sait qu'on peut avoir des tentatives, par exemple, de phishing qu'on prendra un petit peu de temps avant de réussir à détecter, parce que les pirates sont assez innovants. Ils essaient toujours de faire de nouvelles choses. Et c'est pour ça qu'on propose un produit pour réussir un petit peu à sensibiliser les utilisateurs sur ce qu'est le phishing et comment s'en prémunir. Avoir une protection au niveau humain en plus de la protection des machines ou techniques. C'est ça. Et c'est exactement ce qu'est Mailing Black. Et pour ça qu'on a aussi la demande d'authentification. C'est parce qu'on pense que c'est toujours l'humain qui va être le plus important à chaque fois. Alors du coup, il y a une première question dans le chat. Alors, ouais, dans le cas des achats en ligne de plus en plus courants, comment faire pour limiter le partage de nos données? Exemple, pour finaliser une commande, les sites nous obligent à créer un compte à chaque fois. Est-ce légal de ne pas proposer une alternative? Alors, c'est légal à partir du moment où on va toujours demander d'accepter différentes choses. Par exemple, en vous inscrivant ou en cliquant, vous donnez un petit peu
votre consentement. Donc, si vous allez regarder dans tout ce qui est CGU, etc., vous donnez votre consentement pour l'utilisation de ces données. Mais ce que vous donnez comme consentement, c'est uniquement à l'usage du site sur lequel vous allez remplir ces informations. C'est pas à l'usage du fait que, par exemple, il pourrait le revendre. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu la RGPD. C'est parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'acteurs avaient plein d'informations sur des utilisateurs et qu'ils allaient ensuite les revendre à d'autres sociétés. Aujourd'hui, c'est plus possible, ou en tout cas, ça doit être extrêmement bien précisé dans les CGU quand c'est le cas. Donc, est-ce que c'est légal de ne pas proposer d'alternative? Oui. Maintenant, il y a quelques sites qui, parfois, vont vous proposer de juste remplir les informations minimum légales, donc à savoir une adresse, parce que quand vous payez quelque chose en ligne, il faut toujours une adresse de facturation, un nom, un prénom et une adresse email pour que vous puissiez recevoir votre preuve d'achat. Néanmoins, ça sera quand même des informations qui seront stockées. Donc, même si vous n'avez pas eu à créer un espace sur le compte, vous avez dû donner ces informations. Mais là, justement, c'est là où le légal s'en mêle un petit peu les pinceaux, c'est qu'on ne peut pas faire d'achat sans ces informations minimales. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Personne lit les CGU, c'est le truc, des fois on voit que c'est un peu gros, on les scrolle et on fait oui. Mais c'est ça, c'est le côté légal, on met en place des choses, mais on sait que les gens vont pas forcément pouvoir vérifier, soit même faire autrement. Parce que vous pouvez pas faire autre chose que d'accepter ces CGU pour pouvoir acheter, et vous pouvez pas non plus raturer des trucs dedans, un petit peu comme sur un contrat, s'il y a des choses que vous voulez négocier, vous pouvez les raturer et ensuite signer. Là, c'est pas du tout possible. C'est soit on accepte l'intégralité des choses, soit on n'accepte pas et on doit aller faire son achat ailleurs. Il y a une question aussi dans le Q&R. Il faut bien afficher les deux onglets là. Ouais. Peut-on imaginer qu'une IA puisse répondre à la question d'identification avec la reconnaissance du mot? J'imagine qu'on doit parler du coup de la reconnaissance du mot que j'ai montré tout à l'heure dans Men in Black. Je dirais que oui, c'est possible, mais maintenant, avant d'arriver à cette étape-là, on a nous aussi nos IA qui vont faire plein de vérifications sur les emails. Donc il faut que l'email soit considéré comme légitime par toutes les couches qu'on a eues avant pour qu'une IA puisse avoir ne serait-ce que la chance de recevoir cette demande d'authentification. C'est la DA, elle n'est pas ici comme une protection contre des robots, contre des spams. Elle est ici comme une protection pour s'assurer que le mail que vous allez recevoir fait partie des 25% d'emails qui sont réellement productifs et non pas qui sont en gré. Par exemple, des fois, vous allez avoir des contacts qui vont venir de LinkedIn qui vont pas forcément être intéressants parce que c'est quelqu'un qui va lancer une grosse campagne et qui va envoyer des messages à tout le monde. Et si l'ADA n'est pas remplie, ça veut dire que c'était pas quelque chose qui était intéressant pour vous. Donc l'ADA, c'est vraiment la chose qui permet plus de dire lis mon mail parce que mon mail, il va être intéressant pour toi, il va te permettre d'être plus productif d'une manière ou d'une autre. Mais avant, on a eu toute une succession d'étapes de vérification de sécurité. Voilà, je pense que ça répond à la question. Il y avait une autre question. Pourquoi les offreurs de messagerie, type Gmail, mettent en évidence les spams ne bloquent pas systématiquement ces spams?
Alors du coup, j'essaie de bien comprendre pour pas dire de bêtises, qui mettent en évidence les spams, c'est-à-dire quand ils les catégorisent déjà ou quand vous les recevez dans votre boîte de réception et que vous les signalez comme spam. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous avez confirmé le spam, ça va permettre à des intelligences artificielles de pouvoir s'entraîner dessus et d'avoir une information supplémentaire pour savoir que ce type de message-là, c'est un spam. Mais on ne peut pas se limiter juste à une personne qui dit qu'un email est un spam pour que ça devienne à 100% un spam. C'est des statistiques. Grosso modo, ils vont attendre qu'un certain nombre d'utilisateurs qui ont reçu ce même email le catégorisent en spam. Et quand il dépasse un certain seuil, là, il va être considéré en spam et il va être classé automatiquement dans spam. Je ne sais pas si ça répond bien à la question ou pas. Le lien entre le client et la qualification définitive devrait être néanmoins possible. Je n'ai pas bien compris votre question. Désolé. Qu'est-ce que vous appelez le client? Si vous voulez peut-être activer votre micro pour qu'on puisse en discuter, il n'y a pas de souci. Alors, si les offreurs de messagerie faisaient ça, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils aient une IA particulière pour à peu près chaque utilisateur. Ils vont avoir une IA qui va apprendre au fur et à mesure et qui va toujours offrir le même niveau à tous les participants. Si chaque utilisateur, on doit prendre vraiment ses caractéristiques spécifiques, ça veut dire qu'il faut ajouter des règles par-dessus. Donc, ça va leur demander derrière de mettre une infrastructure beaucoup plus grosse pour pouvoir en fait catégoriser différemment chaque email. Un même email qui va être reçu par 10 personnes différentes, si on a 10 règles complètement différentes par rapport à la gestion sur la ligne dessus, euh, ça va devenir assez compliqué pour eux parce qu'il faudrait en fait des IA un petit peu différentes pour pouvoir y répondre. Sachant qu'aujourd'hui, une IA, ça demande quand même beaucoup de puissance de machine pour pouvoir faire des traitements. Donc imaginez si on est à une IA par personne. Ça serait un petit peu impossible au niveau de la puissance de traitement. Et encore plus quand on est dans un cas où c'est des services qui bien souvent sont offerts gratuitement, enfin offerts. Si on veut, on revient avec ce qu'on disait, ils ont accès, par exemple, si on prend Gmail, ils vont avoir accès à vos données. Donc s'ils ont accès à vos données, ils ont déjà des informations qui ont de la valeur sur vous. Alors, ils ont certainement les outils pour offrir ce service, mais derrière, est-ce qu'ils ont forcément envie de le faire? C'est une autre question. Est-ce que ça apporte, quelle valeur ça apporterait réellement au niveau des utilisateurs, comparé à côté à cette puissance, ils peuvent l'allouer à d'autres services qui pourront plus facilement monétiser que de rester sur un système comme Gmail ou Google Mail, ou bien qui monétisent pas mal. Ouais, c'est ça en fait. Là, c'est plus sur leur business plan et leur évolution que vraiment autre chose. Disons qu'ils ont fait un choix.
Peut-être pour rebondir sur ça aussi, est-ce que du coup, le fait qu'un service soit payant nous protège davantage parce qu'ils n'auront pas forcément dans leur business plan besoin de revendre nos données, besoin de se financer autrement? C'est ça. En fait, payer pour un service, c'est s'assurer d'avoir des données qui ne soient pas diffusées, sauf dans des cas très particuliers, mais en général, ça n'arrive pas. Le fait en fait, aucun service ne peut être réellement gratuit parce que derrière, il y a forcément un coût. Soit ce coût, c'est vous qui le payez directement avec un abonnement, soit la seule autre solution qui va rester, ça va être de passer par du marketing ciblé, donc d'apprendre à mieux vous connaître pour pouvoir derrière vous envoyer différentes publicités ou sinon pour pouvoir revendre vos informations et qu'elles soient utilisées, donc toujours pour du marketing ciblé. Soit c'est Google qui va directement en faire, soit c'est d'autres entreprises.